La police m'a dit que ce que j'avais entendu n'existait pas. Pourtant, chaque nuit à 3h12, la même règle était répétée. Je vis dans un immeuble récent, construit il y a 6 ans à peine. Au début, j'aimais cette tranquillité. Après des années de vie citadine bruyante, le silence était un luxe, un cadeau. Tout paraissait parfait. Trop ordonné. Avec le temps, ce calme a commencé à ressembler à une mise en scène. Les rires des enfants semblaient calibrés, les salutations des voisins trop formelles. Je me sentais en sécurité dans cette banalité, mais c'était la sécurité d'une cage dorée. Jusqu'au jour où cette façade s'effrita. L'incident commença par un détail insignifiant. Une feuille A4 apparut dans l'ascenseur, un lundi matin. Elle était posée parfaitement droite sur le panneau de commande, exactement au centre. Elle n'était ni collée, ni agrafée, comme si elle tenait par pure volonté. Son titre, en majuscule d'imprimerie noire, me fit frissonner sans que je sache pourquoi. Règles de cohabitation, à lire attentivement. Les premières lignes étaient d'une banalité rassurante. Prière de respecter le silence après 22 heures pour le bien-être de tous. L'entretien des parties communes est l'affaire de chacun. Merci de ne rien laisser traîner. Signaler toute fuite d'eau ou dysfonctionnement électrique au syndic immédiatement. Mais en continuant la lecture, mon regard s'arrêta net sur la règle numéro 4. Elle était écrite en gras, légèrement plus grande que les autres. 4. Si vous entendez une annonce vocale à 3h12 du matin, ne répondez sous aucun prétexte. Ne tentez pas de localiser la source du son. Restez immobile jusqu'à la fin de la transmission. Cette précision me glaça le sang. Pourquoi 3h12 ? Ce n'était pas pendant la nuit ou tard le soir, c'était une minute précise, une seconde de bascule. Je tentais de me persuader que ce n'était qu'une mauvaise blague, une initiative d'un voisin excentrique ou d'un syndic aux méthodes archaïques. Mais la typographie était trop professionnelle, le papier trop blanc, l'intention trop sérieuse. La peur, insidieuse, s'installa dans mon estomac. La première nuit après la lecture de la fiche, le sommeil fut impossible. Je fixais le plafond, écoutant les craquements habituels du bâtiment. Puis, sans raison apparente, je fus tiré d'une somnolence légère par un silence absolu. Un silence si dense qu'il en devenait bruyant. Je regardai mon téléphone, 3h11. Une vibration étrange parcourut l'air, une onde de basse fréquence qui fit trembler les vitres de ma chambre. C'était comme si l'immeuble tout entier respirait, une immense cage thoracique de béton prenant une inspiration profonde. Puis, le bruit mécanique de l'ascenseur s'animant dans la cage d'escalier 20 confirmait ma pire crainte. Il montait. Il s'arrêta. Puis, une voix. Elle ne venait pas des murs, ni d'un haut-parleur visible. Elle semblait émaner de l'air lui-même. Résident du 3e étage, appartement 302, merci de confirmer votre présence par votre rythme cardiaque régulier. C'était mon étage. C'était mon appartement. Mon nom ne fut pas prononcé, mais l'adresse était sans équivoque. Je restais figé, le souffle coupé. La voix était neutre, froide, dénuée de toute émotion humaine. C'était une intelligence artificielle ou quelque chose de bien plus ancien déguisé en technologie. Elle savait que j'étais là. Elle connaissait ma présence, mon agitation. Chaque battement de mon cœur me semblait être un tambour trahissant ma position. Le lendemain, le soleil brillait comme si de rien n'était. Je sortis sur le palier, les cernes marquées, espérant trouver un voisin avec qui partager cette absurdité. Je croisai M. Verdier, un retraité qui vivait ici depuis le début. « Monsieur Verdier, avez-vous entendu l'annonce hier soir ?» demandai-je, la voix légèrement tremblante. Il s'arrêta, son sac de course à la main. Ses yeux évitèrent les miens. Il fixa le sol, les lèvres serrées. « Il y a des règles, jeune homme. Les règles sont là pour que l'immeuble fonctionne. Ne posez pas de questions sur ce qui se passe quand le soleil est couché. » Il pressa le pas. Je me tournai vers une jeune femme qui habitait au 4e. Elle me regarda avec une expression de pitié mêlée de terreur. « Tu as lu jusqu'à la fin ?» murmura-t-elle avant de s'engouffrer dans l'ascenseur. Je retournai à l'affiche de l'ascenseur. Quelqu'un avait ajouté des lignes à la main, d'une calligraphie parfaite. 6. Si quelqu'un disparaît, ne posez pas de questions. Sa place n'était plus ici. 7. La règle suivante dépend de votre silence absolu. Quelques jours plus tard, le locataire du 5e étage, un homme jovial qui aimait cuisiner des plats épicés dont l'odeur réchauffait le couloir, disparut. Ce n'était pas une disparition classique. Ses meubles étaient là, sa voiture était toujours sur son parking. Mais son courrier commença à s'accumuler de manière obscène devant sa porte. Puis, un matin, son nom disparut de la boîte aux lettres. Le petit rectangle en plastique était vide.
comme s'il n'avait jamais existé. Une nouvelle feuille apparut, remplaçant la précédente. 7. Ne cherchez pas l'appartement vide. Il n'est pas vide, il est en attente de recalibrage. Chaque nuit, à 3h12 précises, la voix revenait. Elle devenait plus intime. Elle ne se contentait plus de vérifier ma présence. Elle commentait mes mouvements de la journée. Résident 302, vous avez marché 4200 pas aujourd'hui. Votre consommation d'eau a augmenté de 12%. Votre temps de sommeil est insuffisant. Rectifiez cela. Le temps semblait se distordre. Les nuits s'étiraient comme des éons, chaque minute entre 3h et 4h pesant le poids d'une existence entière. Les jours, en revanche, passaient dans un flou total, comme si la réalité diurne n'était qu'un décor en carton-pâte destiné à nous maintenir dociles jusqu'à la prochaine session. Je commençais à inspecter mon propre appartement. J'enlevais les caches des prises, je scrutais les joints des fenêtres. C'est là que je les vis. Des optiques pas plus grandes qu'une tête d'épingle. Elles étaient partout, derrière les détecteurs de fumée, dans les coins sombres du plafond, et même, je le soupçonnais, derrière le tain de mon miroir de salle de bain. Aucun plan officiel, aucun document de bail ne mentionnait un tel système de surveillance. La paranoïa devint mon unique compagne. Je commençais à noter les habitudes de mes voisins sur un carnet que je gardais sous mon oreiller. Madame Lefebvre, 6e étage, éteint toutes les lumières à 21h58 pile. Jamais une seconde de plus. L'étudiant du 2e, il ne sort plus. Je vois l'ombre de ses pieds sous la porte, il reste là, à écouter. Le concierge, je ne l'ai jamais vu manger, ni dormir. Il nettoie les mêmes carreaux pendant des heures. En utilisant un réseau crypté et des serveurs de rebond, je finis par trouver une trace. Un forum en ligne, l'urbaniste fantôme, mentionnant l'adresse de mon immeuble. La plupart des messages dataient de plusieurs années. Des comptes d'utilisateurs avaient été supprimés en masse, laissant des fils de discussion hachés, remplis de « données supprimées ». Un message récent, posté il y a seulement 2 jours, attira mon attention. Si tu entends encore la voix, c'est que tu es toujours utile. Il cherche des sujets qui réagissent à la fréquence. Ne répondez pas. Si vous répondez, vous devenez une donnée exploitable. Tant que vous restez une anomalie silencieuse, vous survivez. Je compris alors que l'immeuble n'était pas un lieu de vie, mais un laboratoire. Un immense tube à essai en béton où l'on testait la résistance psychologique humaine face à l'absurde et à l'omniscience. Le système devint plus agressif. Les règles changeaient désormais tous les matins. 8. Ne bougez jamais les meubles de plus de 10 cm. L'acoustique doit rester constante. 9. Ne parlez jamais à voix haute de la voix. Elle n'apprécie pas qu'on la nomme. 10. Ne tentez pas d'éteindre les lumières des couloirs. L'obscurité est réservée aux tests de phase 4. Un soir, je vis un couple se disputer dans le hall. L'homme, excédé, cria « J'en ai assez de ces bêtises. Qui gère ce bâtiment? Sortez de votre cachette. » Sa femme essaya de le faire taire, en pleurs. Le lendemain, l'appartement était grand ouvert. Les peintres étaient déjà là, repeignant les murs en blanc cassé, comme si personne n'y avait jamais vécu. Les photos de mariage, les vêtements, les souvenirs. Tout avait disparu dans le broyeur de l'oubli. Un soir, alors que je rentrais plus tard que prévu, l'ascenseur fit un bruit de métal déchiré. Au lieu de s'arrêter au 3e, il continua de descendre. Le panneau d'affichage des étages commença à défiler des chiffres qui n'existaient pas. -1, -2, -5. Jusqu'à s'arrêter sur un symbole étrange, une sorte de cercle barré d'une croix. Les portes s'ouvrirent sur le sous-sol, mais ce n'était pas le parking. C'était un dédale de couloirs sombres, éclairé par des néons vacillants. L'air y était lourd, chargé d'une odeur d'ozone et de vieux papier. C'est là que je le rencontrai. Il s'appelait Elias. Il portait des vêtements qui semblaient dater d'une autre décennie. Ses yeux étaient injectés de sang, mais son regard était d'une clarté terrifiante. 17 ans, dit-il d'une voix enrouée. 17 ans que je vis dans les interstices. Entre les murs, dans les conduits de ventilation. Il m'expliqua la vérité. La dernière règle, celle qui n'est jamais écrite sur les feuilles A4. Ceux qui obéissent à la lettre finissent par être absorbés par le système. Ils deviennent des automates, des figurants dans le décor. Ceux qui tentent de fuir par les portes principales sont interceptés. La seule voie, c'est le doute. C'est de rester entre les deux. Ni totalement soumis, ni totalement rebelle. Elias m'emmena dans une salle cachée derrière une chaufferie désaffectée. C'était le centre nerveux. Des murs entiers de serveurs clignotants, des écrans diffusant les flux vidéo de chaque appartement. Je vis Madame Lefebvre en train de trier ses couverts avec une précision maniaque.
Je vis l'étudiant pleurer silencieusement dans son lit. C'est un consortium privé, expliqua Elias. Ils testent des protocoles de contrôle social pour les futures cités-États. Ils analysent comment la peur d'une entité invisible peut réguler une population sans besoin de police physique. La voix à 3h12, c'est le signal de synchronisation des données. Nous avons commencé à organiser la faille. Nous n'étions pas seuls. Elias était en contact avec d'autres résidents éveillés via des messages écrits sur les rebords intérieurs des conduits d'aération. L'idée était simple mais risquée. Si le système se nourrissait de notre prévisibilité et de notre isolement, nous devions agir de manière collective et chaotique. Une nuit, au lieu de rester figés à 3h12, nous avons tous agi en synchronisation, mais de manière absurde. À l'instant exact où la voix commença son annonce, chaque résident résistant ouvrit sa fenêtre et commença à lire à haute voix des passages de livres de poésie, de cuisine ou d'histoire. Un vacarme de mots, de culture et d'émotions brisa la fréquence de la voix. Resident 302. Erreur. Anomalie détectée au 4e, au 5e. La voix bégayait. Les lumières de l'immeuble commencèrent à clignoter frénétiquement. Les serveurs au sous-sol surchauffaient. Nous avions créé une boucle de rétroaction que les algorithmes ne pouvaient pas traiter. La coopération humaine, désordonnée et imprévisible, était le poison de leur machine parfaite. Le lendemain matin, l'immeuble fut frappé par un silence différent. Ce n'était plus le silence imposé, mais le silence d'une défaite. Des camions banalisés arrivèrent sur le parking. Des hommes en uniforme gris, sans insigne, commencèrent à charger du matériel. Ils ne nous regardaient pas. Ils évacuaient les preuves. En quelques heures, l'immeuble fut vidé de sa technologie. Les caméras furent arrachées, les serveurs emportés. Les responsables disparurent dans la nature, probablement pour recommencer l'expérience dans une autre ville, sous un autre nom. Je suis parti. J'ai trouvé un petit appartement dans une vieille maison en briques, là où les murs sont épais et où le seul bruit nocturne est le vent dans les arbres. Mais le souvenir de 3h12 est gravé dans ma chair. Chaque nuit, je me réveille à 3h11. Mon corps attend la vibration, attend la voix. Je regarde mon téléphone, les secondes défilent. 3h12. Rien ne se passe. Mais je sais que quelque part, quelqu'un d'autre reçoit une feuille A4 dans un ascenseur. Le système de contrôle le plus dangereux n'est pas celui qui nous enchaîne, c'est celui qui nous fait douter de notre propre réalité. J'ai survécu parce que j'ai partagé mon doute. J'ai survécu parce que j'ai compris que le silence et l'obéissance ne sont jamais innocents. Aujourd'hui, je documente tout. Chaque anomalie, chaque nouvelle règle que j'entends mentionner sur les forums obscurs. Nous sommes un réseau de survivants, les veilleurs de 3h12. Nous surveillons les surveillants. Car la vigilance est le seul prix de la liberté.